Les 200 écoliers de Foro dans le centre-nord du pays pourront suivre les cours dans de vraies classes. Fini donc le temps de ces classes de fortune dépourvues de tabac et d'électricité. Et puis au Chili, le 13 octobre 2010, les 33 hommes bloqués sous terre depuis plus de 2 mois ont tous quitté la mine de San José, sains et saufs. Nous reviendrons sur ce sauvetage qui a fasciné le monde entier dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le village de Foro, non loin de la ville de Katiola, n'a plus mal à son école. Les salles de classe en bois viennent d'être remplacées par 3 classes et une maternelle moderne. Les 200 écoliers qui suivaient les cours dans ces classes pourront mieux travailler. Un don de l'ONG Save the Children qui a coûté près de 53 millions de francs CFA. Le reportage de Alain Essois commenté par Léon Brou. Amadou est en classe de CM2 à l'école primaire publique de Foro. Comme ses amis, il est moins enthousiaste en cette rentrée scolaire. La raison, la précarité dans laquelle se trouve son école. Classe de fortune, insuffisance de tables-bancs, manque d'électricité. Une situation commune à la quasi-totalité des écoles de Katiola. Dans cette classe, on est en difficulté. On est assis par 4-3-3 parce qu'il n'y a pas assez de bancs. Une fois à l'école, donc on est obligé de motiver les parents pour qu'ils puissent les prendre, les mettre à l'école à 9 ans, à 10 ans. Nous avons aussi le problème des infrastructures. Nous avons de nombreuses écoles qui sont encore en matériaux précaires. Cette bonne volonté pour Foro, c'est Save the Children, la donatrice de cette école maternelle et de cette école primaire formelle. Des réalisations pour aider au succès de la politique de l'école obligatoire. C'est un projet qui va améliorer l'accès à l'éducation des enfants qui sont en dehors du système éducatif. Nous allons continuer dans la mise en œuvre de nos programmes dans la région du Hambol pour permettre un accès à l'éducation pour tous les enfants. Les établissements d'enseignement préscolaire et primaire de Foro, un don de Save the Children qui réjouit les populations et notamment le petit Amadou. Je suis content de quitter à l'ancienne l'école en Bango, de rentrer dans la nouvelle école. Cette année, on a le droit de faire 100% pour que le gouvernement soit content de nous. Save the Children est une organisation non gouvernementale internationale de défense des droits de l'enfant. Elle intervient depuis 1996 en Côte d'Ivoire dans divers domaines, dont l'éducation. Ce n'est pas de nouvelles classes dont ont besoin les élèves de couches défavorisées de Grand Bassam. Ils ont plutôt besoin de fournitures scolaires pour aborder cette année scolaire. Une association caritative leur a offert des kits scolaires. L'idée, aider les parents d'élèves à faire face aux dépenses à la rentrée des classes. Paraga Sorokone était à Grand Bassam. Ces enfants des quartiers France, Petit Paris, Mondoukou, Ablé Frédéric 1 et Gondo 1 de Grand Bassam sont tout heureux. Ils ont reçu des mains des responsables de l'association Millébié de nombreux kits scolaires, mais aussi des chaussures. Objectif, aider et soutenir leurs parents en ces débuts d'année scolaire. Nous avons ciblé des enfants vraiment démunis, car nous avons eu mal au cœur de voir des enfants en cette année scolaire, avec comme sac d'école, des sacs de riz et des paires de sandales aux pieds. Nous avons eu vraiment mal et nous avons jugé utile de marquer notre présence par ce don de kit aux enfants. L'occasion pour eux d'exhorter les bénéficiaires à en faire bon usage. Heureux, élèves et parents d'élèves n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance aux donateurs avant de les rassurer quant à la bonne utilisation de ce don. Je suis contente d'avoir ce sac. Je vais aller à l'école avec le sac. Je dis merci au groupe Millébié de nous avoir donné ces kits. Je dis merci à ceux qui m'ont remis le sac. Je promets à mes parents, à tous ceux-là, de bien travailler à l'école. Il faut reconnaître que pendant la rentrée scolaire, les parents ont des problèmes par rapport aux fournitures scolaires et c'est un soulagement. Ils sont pour nous sous d'investissement. Quand on investit, on va avoir des résultats. Donc ce qu'il va leur demander, c'est de se mettre au travail. Il n'y a que le travail qui paye. Les responsables de l'association Millébié, créée en juillet 2016, entendent poursuivre ces actions de haute portée sociale dans d'autres quartiers de la cité balnéaire, mais aussi dans les quartiers des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays.
L'école participe à l'éducation des enfants, mais c'est à la maison que se fait l'éducation des enfants. Des experts en éducation en ont parlé lors d'une rencontre. Ils ont évoqué les causes des maux qui minent le développement de l'enfant. Moussa Konaté. L'école, cadre d'enseignement en droit par excellence pour offrir à l'enfant une bonne éducation, lieu qui lui permet d'acquérir des connaissances et des valeurs humaines et sociales. Mais l'apprentissage scolaire seul ne suffit pas pour le développement de l'enfant. Selon les experts, l'observation de l'enfant doit tenir compte de plusieurs facteurs. Pour que l'enfant se développe bien, il y a un certain nombre de conditions. Ça commence depuis la vision politique pour se traduire dans les comportements au niveau des familles, au niveau des couples. Donc, si cette chaîne État-famille est rompue pour quelque raison que ce soit, c'est l'enfant qui va payer les pots cassés. Mais si l'enfant paye les pots cassés, c'est la famille qui va aussi payer les pots cassés. Si la famille paye les pots cassés, c'est la société elle-même qui va être impactée. Dans son évolution, l'enfant apprend, découvre et tente parfois d'expérimenter. Pour les experts, l'encadrement de l'enfant doit se faire avec l'implication de tous les acteurs, partant des parents jusqu'aux décideurs, pour éviter d'éventuels dérapages. C'est-à-dire que si vous éduquez bien votre enfant et que moi je n'éduque pas mon enfant, vous n'êtes pas à l'abri parce que votre enfant peut entrer en contact avec le mien. Donc aujourd'hui, une famille ne peut plus éduquer son enfant elle seule. C'est toute la communauté qui doit partager un certain nombre de valeurs pour que quand vous éduquez bien votre enfant, il rencontre mon enfant que moi aussi j'ai bien éduqué et qu'ensemble ils puissent progresser. Cette rencontre sur la problématique du développement de l'enfant est une initiative de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée de Boubacar Gambi-Sako. Dénommé le sage de Trècheville, l'homme défendait des principes tels que le dialogue entre les hommes, entre les religions et les peuples. Ancien compagnon de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, il est né en 1903 à Ségou au Mali et décédé le 21 février 1997. Pour une santé sexuelle responsable des jeunes, la campagne All In continue de sillonner les villes. À Béoumi, les jeunes ont adhéré à cette vision. Cette campagne est initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Alain Issois, Léon Brou. Béoumi, axe 9 de All In, la campagne du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. All In, comme tous inclus, tous ensemble pour une santé sexuelle responsable de la jeunesse. Cette campagne a des sous-thématiques qui sont le VIH-Sida, les grossesses des adolescents. L'objectif que nous poursuivons est d'aider les jeunes à prendre conscience que la Côte d'Ivoire, leur pays, compte sur eux. C'est pour cela qu'elle investit pour leur avenir. Première étape de All In à Béoumi, le marché de la ville. Dépistage du VIH-Sida, distribution de contraceptifs, conseils sur les grossesses à risque et le planning familial. Nous leur expliquons les inconvénients, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer si elles ont des grossesses pendant qu'elles vont à l'école. Et les moyens d'éviter ces grossesses, ce sont les méthodes de contraception, mais aussi l'abstinence, qui est le premier moyen de contraception. Au lycée moderne, les élèves sont sensibilisés à un comportement sain et responsable. Nous demandons aux jeunes qu'ils viennent à nos campagnes de sensibilisation pour avoir des connaissances qui leur permettent de s'assumer dans la société. All In, c'est également un espace de promotion de l'auto-emploi des jeunes. L'étape de Béoumi a mobilisé, outre les acteurs chargés de la promotion de la jeunesse, des volontaires. Cette campagne prévue pour s'achever fin décembre sillonne depuis juin dernier les régions du pays. Sachez que la Française Audrey Azoulay est élue directrice générale de l'UNESCO. Elle était la ministre de la Culture de François Hollande. Audrey Azoulay était opposée au Qatari Ahmad Al-Kawari. Elle a obtenu 30 voix, son adversaire 28, selon des résultats officiels au sein des 58 membres du Conseil exécutif. Et ce choix doit être encore validé par la Conférence générale des États membres le 10 novembre prochain. La maison de Victor Hugo, devenue musée, ferme ses portes pour 18 mois de travaux afin de préserver l'œuvre du génie français. Elle se trouve à Guernesey, l'île la plus grande du bailliage de Guernesey, dépendance de la couronne britannique. C'est là que Victor Hugo a écrit Les Misérables. Des morceaux de France tombés à la mer
et ramassés par l'Angleterre. Ainsi parlait Victor Hugo des îles anglo-normandes. Et c'est à Guernesey que l'écrivain français passa 15 ans de son exil dans cette maison, Hauteville House, une demeure qu'il achète en 1856, puis qu'il aménage et décore lui-même. Alors le V, on peut le retrouver là, un VH, il joue beaucoup avec les noms et avec son nom et les formes. Du sol au plafond et sur les 3 étages, la demeure imaginée par Victor Hugo livre une facette méconnue de l'écrivain. Il reconstruit complètement tout un univers. Donc il doit reconstruire entièrement l'espace pour nous dire des choses, ou pour nous faire rêver, ou pour nous séduire, ou pour nous éblouir. Donc c'est vraiment son esprit projeté en 3 dimensions. Donc on est à l'intérieur de la boîte crânienne de Victor Hugo. Céramique, boiserie, tapisserie, Victor Hugo a ici détourné œuvres d'art et objets du quotidien, parfois avec malice. Mais à Guernesey, balayé par vents et embruns, les bâtiments souffrent et Hauteville House n'est pas épargné. Infiltration et humidité menacent la maison et ses décors. Le musée ferme donc aux visiteurs pour 18 mois de travaux. Le feutre imprimé est complètement ruiné, donc ça aussi on doit le restituer. On va éviter les infiltrations qui mettent souvent le long du toit par ici, et donc qui ruisselaient sur les canapés. Au-delà de la préservation des lieux, l'idée est aussi de rendre son aspect d'origine à la maison, dont certaines pièces ont été modifiées avec le temps, comme ce cabinet où Victor Hugo rédigea Les Misérables. L'endroit où Victor Hugo a écrit Les Misérables, il faut qu'il retrouve à peu près l'aspect qu'il avait quand Victor Hugo a écrit Les Misérables. Cette maison, elle vaut en tant qu'œuvre de Victor Hugo. Donc la seule chose intéressante, c'est l'état voulu et créé par Victor Hugo. Montant estimé des travaux 2 millions d'euros. Le musée, propriété de la ville de Paris, cherche encore des mécènes pour financer le gros œuvre. Une campagne de financement participatif a également été lancée à hauteur de 100 000 € pour que chaque citoyen puisse contribuer à la restauration des décors. Les 33 mineurs bloqués depuis plus de 2 mois dans la mine de San José au Chili ont enfin tous remonté à la surface. Rassurez-vous, c'était le 13 octobre 2010. Les 3 sauveteurs qui étaient descendus sont également revenus à la surface. L'opération de sauvetage a été réalisée en un temps record. Revivons l'événement. Au Chili, 33 mineurs bloqués à plus de 600 mètres sont remontés à l'air libre. Florencio Avalos est le premier mineur revenu à l'air libre après presque 10 semaines passées à 700 mètres sous terre dans un refuge de la mine. Un sauveteur est descendu dans l'étroite nacelle de 54 cm de large, juste la taille d'un homme, et une fois arrivé en bas, il a permis à Florencio Avalos de s'installer à son tour pour entamer la remontée des 624 mètres de puits de forage de 66 cm de diamètre. Les responsables de ce sauvetage inédit avaient très prudemment annoncé que la remontée serait longue et qu'il faudrait plusieurs jours pour sortir tous les mineurs. Cependant, les opérations se déroulent plus vite qu'annoncé. Jusqu'à présent, la remontée de la nacelle dans le puits a duré en moyenne 15 minutes. Les parois du puits foré ont été consolidées avec des tubes métalliques sur quelques dizaines de mètres, entre 50 et 100 mètres. Les autorités ont estimé que la roche en profondeur était suffisamment dure pour ne pas risquer de s'ébouler. Plusieurs tests de descente et de remontée de la nacelle ont eu lieu avant que l'opération de sauvetage ne commence. Une fois à la surface, les mineurs sont emmenés en hélicoptère jusqu'à l'hôpital Copiapó, la ville la plus proche, pour un examen médical. Cependant, jusqu'à présent, les mineurs remontés à la surface paraissaient tous en bonne santé. Le 7e mineur, José Ojeda, âgé de 46 ans, qui souffrait de diabète, est celui dont la santé préoccupait le plus les sauveteurs. En plus des besoins vitaux en nourriture et en médicaments, un programme spécial d'exercice physique quotidien a été élaboré pour eux. Des psychologues les ont aidés à tenir et à se préparer au retour à la surface. Un traitement qui tranche avec les conditions de travail très difficiles de nombreux mineurs chiliens. La mine de San José avait été fermée en 2007 par les autorités qui exigeaient des travaux d'amélioration.
L'exploitation a repris en 2008 sans ces améliorations. Le président chilien d'alors, Sebastián Pinera, a annoncé une refonte du service de géologie et des mines qui accorde des autorisations d'exploitation après avoir limogé 3 de ses hauts responsables. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.